Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange libre autour de l'actualité. L'euphorie des marchés financiers après l'annonce de Donald Trump d'un moratoire sur la hausse des droits de douane infligés à la planète entière ou presque. Seule la Chine reste lourdement taxée. Quelles leçons faut-il en tirer? Faut-il plus de souverainisme ou au contraire plus d'Europe, comme l'a dit le président Macron? Est-ce la fin de la mondialisation heureuse? On se pose la question dans un instant. Expulser les OQTF les plus dangereux à Saint-Pierre et Miquelon, l'idée de Laurent Wauquiez en pleine campagne pour la présidence des LR, mais le landerneau politique en émoi, chacun y va de son commentaire épouvanté. On va voir que l'idée d'expulser les clandestins les plus dangereux là-bas ne vous convient pas vraiment, Michel. En attendant, quelle solution pour cette question de l'expulsion des OQTF qui ne sont exécutés que dans moins de 10% des cas dans notre pays? Personne n'a encore trouvé. La campagne présidentielle a-t-elle commencé? Le week-end dernier, 3 formations politiques battaient le pavé en meeting. Le Rassemblement national autour de Marine Le Pen pour dénoncer en clairsemé l'injustice qui lui est faite par la justice. Renaissance avec Gabriel Attal qui lui a répondu « tu voles, tu payes ». Et puis la gauche en ordre dispersé, les écologistes et les insoumis. Les lieux de ces meetings vous ont intéressé. Place Vauban pour le RN, la Cité du cinéma pour Gabriel Attal. Quelle signification y voyez-vous? C'est dans un instant. La chute de la lecture au profit des écrans. Une étude montre que les Français lisent de moins en moins pour atteindre le niveau le plus bas depuis 10 ans. Seul point positif, si nous lisons moins au format papier, la lecture numérique progresse, tout comme l'écoute des audiobooks ou des podcasts. Qu'est-ce que cela veut dire à l'échelle d'une civilisation? On vous pose la question. Enfin, la loi sur la fin de vie, débattue à l'Assemblée nationale avec 2 textes distincts. L'un sur l'aide à mourir, l'autre sur les soins palliatifs. Michel Houellebecq, l'écrivain, a livré un témoignage très fort à nos confrères du Figaro. On y revient dans un instant. Voilà pour le menu. Ça vous va, Michel Onfray? C'est parfait. C'est parti. On commence par les droits de douane. Après le choc, l'euphorie, donc, le monde entier respire. Donald Trump a annoncé un moratoire de 90 jours sur les droits de douane qu'il comptait infliger à ses partenaires commerciaux, à l'exception de la Chine, évidemment, qui reste lourdement taxée. Écoutez le président Trump. J'ai mis en place une pause de 90 jours pour ceux qui n'ont pas riposté. On leur a dit, si vous ripostez, on va doubler les droits de douane. Et la Chine a riposté, puis nous avons réagi. Donc je pense que cela va prendre un certain temps. Mais cela va prendre une tournure inimaginable et très positive. Je ne veux pas trop m'avancer pour la Chine, mais vous savez tous qu'il faut faire cette opération douloureuse. C'est nécessaire et je l'ai fait. Voilà pour Donald Trump. Michel Onfray, cette volte-face, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Il avait mis un gros pavé dans la mare avec ses droits de douane. Il les suspend pour 90 jours. Et il joue, il dit ceux qui n'ont pas riposté, eh bien je mets le moratoire, mais ceux qui ont riposté, alors là, pas de pitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Trump ose tout, que c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît, et que le cerveau de Trump est assez simple. On voit comment il fonctionne, c'est-à-dire que très vite, il met la barre très haut, les gens disent c'est tout de même pas possible, une chose pareille, etc. Émoi planétaire, y compris dans les bourses planétaires. Et puis après, il dit, bon, finalement, j'ai vu le problème. Il a même été d'une grossièreté qui m'interdit de reprendre l'expression, en disant que tout le monde venait lui lécher les chaussures. La partie de l'anatomie qu'il avait retenue. Mais en disant, je les méprise, etc., etc. Reste ce qu'il a dit de la Chine. Je rappelle que les États-Unis ont 3 siècles d'existence et la Chine à peu près 3000 ans. Et que donc les vieilles civilisations, c'est exactement la même chose avec l'Iran, qui est une vieille civilisation. C'est pas exactement la même chose que l'Arabie Saoudite, une civilisation qui date des années 30 du siècle dernier. Ça fonctionne pas exactement de la même manière. Donc la Chine, on a beaucoup parlé de Sun Tzu, qui avait écrit L'Art de la guerre, un philosophe qui a 1000 ans écrivait des choses très précises. Il dit la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de ne pas la mener, ou c'est en ne la menant pas. Et lui, il veut la mener, cette guerre. Et il y aurait une histoire des États-Unis à faire, à partir des prétextes que les États-Unis ont toujours trouvés pour pouvoir déclencher. Donc de tout temps, pas que du temps de Trump, on est d'accord. C'est depuis le début. Pour les plus, j'allais dire les plus anciens, enfin dont je suis, vous vous souvenez de déclenchement de la guerre en Irak, quand on nous avait dit, regardez, dans cette fiole, vous avez de quoi faire exploser la planète. Colin Powell Colin Powell a dit ensuite,
qu'il s'était trompé? Avait-il été lui-même abusé? Ou a-t-il abusé en pleine conscience? Ou a-t-il après retrouvé sa conscience pour dire qu'il avait joué le jeu de l'abus, etc. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas, je ne vais pas faire de politique fiction, mais si on fait de la géostratégie, la Chine va rester impassible, Sun Tzu oblige, et l'inculture américaine, grossière, vulgaire, etc., avance comme ça en disant, eh bien, les Chinois se sont mal comportés. Les autres se sont à peu près bien comportés, mais eux se sont mal. Puis on va y aller dans une espèce de surenchère comme ça. Et s'il veut sa guerre, il l'aura. Et il y aura de toute façon, il y a déjà de toute façon une guerre économique. Et c'est problématique. J'ajoute qu'il salit l'idée de protectionnisme, Trump. Parce que moi, je suis pour le protectionnisme. Quand partout sur la planète, vous avez des endroits où on produit avec des enfants, on produit avec des immigrés sous-payés, on produit avec des prisonniers, comme en Chine, par exemple, ou des citoyens qui sont considérés comme des prisonniers, ou des gens qui, au Maghreb, ne connaissent pas le droit social, par exemple. Et que vous, en France, vous produisez en disant, ou en Europe, il y a un certain nombre d'obligations, des obligations sociales, des obligations écologiques, des obligations juridiques, des obligations pénales, etc., etc. Vous n'êtes pas à égalité. Les produits n'ont pas le même coût de fabrication. De sorte qu'il faut un protectionnisme. Mais si le protectionnisme, ça se joue à la marge, 1, 2, 3%, les marchés peuvent accepter, les patrons peuvent accepter. Vous pouvez accepter, quand vous fabriquez du cognac ou du champagne, que vous allez revoir vos marges ou redistribuer ce genre de choses. Mais là, quand vous dites 10, 20, 30, 105%... Ça, c'est pour la Chine. Vous tuez, voilà. Vous tuez le marché. Là, vous le tuez. Et il n'est pas plus malin que le marché. Trump, il a beau être malin, du moins le croit-il, mais il ne peut pas être plus malin que le marché. Il y a un moment donné où le marché va le rattraper. Et puis après, il y a un État profond qui est susceptible de le rattraper aussi. L'État profond américain. Oui, mais les États profonds. On peut mettre au pluriel, mais oui, l'État profond américain et les États profonds qui sont susceptibles de dire, bon, il va falloir qu'on se débarrasse de ce monsieur d'une manière ou d'une autre. Michel Onfray, parlons de la France. Est-ce qu'il faut plus de souverainisme? Est-ce qu'il faut plus d'Europe? Emmanuel Macron avait dit la semaine dernière au grand patron français, vous vous tournez tout directement vers Bruxelles, pas vers Paris, parce que c'est avec Bruxelles qu'on peut agir. Vous êtes d'accord avec ça? Hélas, je pense qu'il a raison. Depuis 1992, je n'arrête pas de le dire, mais nous avons perdu notre souveraineté. Donc Emmanuel Macron n'a aucun pouvoir. C'est juste un sous-secrétaire d'État, Emmanuel Macron. Il prend ses ordres à Bruxelles. Et à Bruxelles, on lui dit tu peux, tu dois, il faut, etc. Il répercute en disant j'ai décidé, souverainisme européen, ou etc., etc. Il n'aime pas la France. On a un chef d'État qui n'aime pas la France. Et comme tous ceux d'ailleurs qui ont voulu Maastricht en disant... Sans doute l'aime-t-il, mais vous pensez qu'il n'aime pas la France, voilà. Oui, aimer la France, c'est le montrer. C'est montrer qu'on aime les Français. C'est montrer qu'on aime les patrons français. C'est montrer qu'on aime les prolétaires, les ouvriers français. C'est montrer qu'on aime les paysans français. C'est montrer qu'on aime l'économie française. C'est pas juste de dire à chaque fois que j'ai le choix, je choisis contre la France. Demander aux paysans, mais même demander aux patrons. On leur simplifie pas la vie. Les petits patrons qui, par exemple, un restaurateur, quand je viens dans un restaurant, moi, à Caen, il est 21h10 et qu'on me dit est-ce que vous allez prendre un dessert? Je dis j'en sais rien, je sais pas. Parce que si vous prenez un dessert, ça va ajouter 25 minutes de plus, et comme vous arrivez à cette heure-ci, moi de toute façon je dois me séparer de mon équipe à 22h, et sinon si vous prenez un dessert il me faudrait une deuxième équipe, j'ai pas les moyens de payer cette deuxième équipe. Je me dis mais c'est quoi ce truc? Et ils m'ont dit, la législation, c'est ça, il faut une autre équipe qui ceci, qui cela, etc. C'est-à-dire, simplifions le travail, rendons possible l'énergie française, faire de telle sorte que les gens qui entreprennent en France puissent être aidés, aimés, et qu'on puisse produire des emplois, et que des gens puissent avoir des emplois dignement et correctement payés. Donc c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'on doit faire quand on aime la France et les Français. Quand on dit demander à l'Europe, c'est elle qui va décider, on a juste fait savoir que si l'Europe avait décidé de tirer un trait de plume sur la carte de France, elle le déciderait qu'il faudra obéir. Mais on n'a pas de leçon à donner au patron. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. On suivra évidemment ce feuilleton des droits de douane. Le président Macron a aussi annoncé cette semaine que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin prochain, à l'occasion d'une conférence coprésidée avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York, qui doit, selon lui, conduire à la reconnaissance de cet État palestinien par un certain nombre de pays. Les appels à une solution à deux États, évidemment, se multiplient. Est-ce que c'est le bon moment et est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de reconnaître un État palestinien maintenant, alors que la guerre n'est pas terminée? C'est surtout le plus mauvais moment, sauf si on veut dire au Hamas, vous avez eu raison de faire le 7 octobre. Ça, c'est une façon de dire bravo, vous avez bien fait. Et je rappelle qu'il y a toujours des otages. Je rappelle qu'il y a des otages qui ont été tués, qui ont été abattus après avoir été otages. Là, pour le coup, on ne parle pas des otages, on ne parle pas de droit international, on ne parle pas de droit de la guerre. Tous ceux qui nous disent qu'il y a une résistance et que le droit international permet de dire du Hamas que c'est un chevalier combattant, etc., et ils ne disent pas que finalement, détenir des otages, ça reste tout de même un problème. Je voudrais juste qu'on ait, vous et moi, je sais que vous l'avez, une pensée pour Boualem Sansal, qui lui aussi est un otage.
lui aussi sur la question algérienne et pose des problèmes sur la politique française. Enfin, on en reparlera puisqu'on va parler des OQTF et que c'est cette question-là qui se trouve posée. Je pense que, d'une certaine manière, Gaza avait son autonomie et son indépendance depuis 10 ans. Absolument. L'armée israélienne a quitté Gaza en disant... On vous laisse faire, et d'ailleurs vous avez la possibilité même de récupérer de l'argent via le Qatar, les valises arrivées, et il y a eu de l'argent donné de la part de l'Europe, de plein de pays qui ont donné de l'argent à Gaza. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Vous pouvez faire un État emblématique qui aurait permis de dire, regardez de quoi on est capable. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait 800 km de réseau souterrain. Ils sont en train de nous dire aujourd'hui que les Israéliens bombardent la bande de Gaza, ce qui n'est pas faux. Mais que font-ils de leur souterrain ? Ça, ce sont des abris. Il y a jusqu'à plus de 100 mètres de profondeur. Là, vous êtes à l'abri. Et pourquoi est-ce que le Hamas ne dit pas à sa population civile, notamment à tous les enfants, descendez dans ces endroits où vous ne serez pas touchés et vous ne mourrez pas ? Quiconque ne fait pas descendre les enfants dans les tunnels qui ont été créés par le Hamas les expose et est responsable de la mort de ces enfants. Je le dis à destination d'Émeric Caron et de quelques autres qui affichent des portraits d'enfants en disant Israël, génocide, Israël, etc. Des enfants palestiniens. Ces enfants, ils auraient pu ne pas prendre effectivement des éclats d'obus s'ils avaient été descendus dans les souterrains qu'ont fait pendant 10 années les gens du Hamas. Je rappelle que pendant 10 ans, l'argent qu'il leur est donné contribue à une économie de guerre. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir en 33, 34, 35, 36, 37, jusqu'à 39, il a mené une économie de guerre. Quand vous menez une économie de guerre, vous faites la guerre. Vous n'allez pas construire des instruments de mort pour ne pas les utiliser. Donc il y a des gens qui ont dû savoir que pendant 10 ans, le Hamas travaillait à armer le Hamas. Ce que veut le Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël. On ne peut pas demander 2 États en disant il faut qu'un État puisse se créer, en sachant que cet État n'a juste qu'une seule envie, c'est de détruire l'État d'Israël. Ça n'est pas possible. Vous n'allez pas cohabiter avec quelqu'un qui a dit qu'il allait vous faire la peau un jour. Donc on ne prend pas ça. Donc c'est pas le bon moment, évidemment. Ça n'est donc pas le bon moment. Même s'il faudra le faire un jour. Et ça n'est pas la bonne formule, les 2 États. Je crois qu'il faut juste arrêter avec cette espèce d'obsession jacobine, très Jean-Jacques Rousseau, très Jean-Paul Sartre, très etc. Le drapeau, la nation, etc. Chacun chez soi. Non, il y a des formules différentes. Elles sont alternatives, mais elles produisent des bons effets qui sont des formules fédéralistes. Je rappelle que la Suisse, qui est un pays que j'aime beaucoup, est un pays fédéral et que ça marche, ça fonctionne. Et qu'Albert Camus, pour lequel j'ai une grande affection, comme vous le savez, avait fait cette proposition, lui également, quand il y avait la guerre d'Algérie. Et qu'il fallait... Alors, est-ce que l'Algérie devait rester française ? Est-ce que l'Algérie devait devenir algérienne ? Et lui dit, mais si elle était algérienne et française, en étant tout de même l'Algérie, avec une fédération. Qu'on repense la configuration. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire sans les Palestiniens, on ne peut pas faire sans le peuple de la Palestine, on ne peut pas faire sans la terre palestinienne, mais qu'il faut cesser de penser en termes de 2 États qui s'opposeraient. Si on avait un État fédéral, et à ce moment-là, à charge pour tout le monde d'avoir le génie de la formulation concrète de ce que pourrait être une formule comme celle-ci, non pas en Suisse, non pas en Algérie, mais avec la configuration géographique, historique, politique et religieuse de ces 2 pays, mais pas tout de suite. C'est pas quelque chose, on dit d'abord, si vous avez la clé, on dit aux Palestiniens, du moins au Hamas, il ne faut pas confondre, vous avez la clé de cette guerre, de la fin de cette guerre, libérez les otages. C'est pas compliqué, plus personne n'en parle. Libérez les otages. Et après, on peut commencer à parler. Là, on dit il y a des otages, mais finalement, on n'a pas besoin de parler, on va juste vous donner raison, dit Emmanuel Macron. C'est honteux. Bon, voilà. Il le dit, je crois, en arabe, en plus de ça. Il a choisi. Moi, j'aimerais qu'il apprenne 2 ou 3 phrases d'hébreu. On est sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. Revenons en France avec cette déclaration de Laurent Wauquiez qui a fait grand bruit cette semaine à la couverture du JD News, à la une du JD News. Il souhaite expulser les OQTF, obligation de quitter le territoire français, vers l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. C'est une proposition qui a fait évidemment beaucoup parler. D'abord, on écoute Laurent Wauquiez qui était notre invité cette semaine. Pourquoi Saint-Pierre et Miquelon ? D'abord, la première chose, parce que ça va permettre d'avoir immédiatement un effet dissuasif. Qui est-ce que je veux cibler ? Je veux cibler les OQTF les plus dangereux. Prenons un exemple très précis. Bruno Retailleau a indiqué qu'il y avait 60 Algériens extrêmement dangereux et dont il faut tous qu'on sache que si rien n'est fait, si ma proposition n'avance pas, dans 90 jours, et même moins, ils seront dans la nature. Vous prenez ces OQTF dangereux et vous les mettez face à un choix qui est très clair. C'est soit vous rentrez chez vous, soit vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 4000 km de la métropole. Vous n'êtes pas dans l'espace Schengen à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce qui veut dire qu'on peut contrôler. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la possibilité de revenir sur le territoire métropolitain. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir ce système qui est extrêmement dangereux, où en réalité vous les relâchez dans la nature, vous avez la possibilité de les contrôler.
Voilà pour la proposition de Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray? D'abord, juste une remarque, il n'arrête pas de lire ses notes. C'est quand même assez sidérant. L'image parle. C'est un type qui n'arrête pas de regarder, moi je dis rien. Et à un moment donné où on se dit, monsieur, peut-être qu'il faudrait que vous ayez des idées claires et que vous n'ayez pas besoin de regarder vos chiffres en disant il y a 60, là, il a besoin d'écrire 60 pour regarder 60, et puis etc. Et puis après, j'oublie pas non plus qu'il parle de Bruno Retailleau. Donc là, c'est de la guerre intestine. Ben évidemment, il s'agit de... Voilà, ce monsieur a une stratégie. Il veut être président de la République, comme une vingtaine de personnes à droite, je crois. Et donc, il reste dans son bois, dans son terrier. Il dit, moi, je suis dans ma région, l'Auvergne, je crois, en disant... Ronald Pauvergne. Je sortirai le moment venu, quoi. Alors, sur plein de choses, on ne l'entendait pas. Il ne disait rien. Puis là, il arrive et dit, stratégie médiatique, il a beaucoup de communication derrière tout ça. J'arrive et je dois avoir un marqueur particulier qui me distinguera de Bruno Retailleau pour parvenir à la tête des LR, en sachant très bien que c'est la première marche d'un escalier qui doit me conduire au pouvoir. Okay. C'est simple. Ça s'appelle la politique, oui. On découvre rien, Michel. Oui, c'est pas ça, la politique. La politique, c'est d'avoir un projet pour la France. Enfin, le projet pour la France, il est où, là? Lui, il a un projet pour lui-même. Et il est au pouvoir depuis une trentaine d'années. Donc tous ces gens qui disent « Oh, il y a qu'à, il faudrait, etc. » Laurent Wauquiez? Oui. Au pouvoir? Bah oui. Où? Comment? Il n'a jamais été récemment dans les ministres? Récemment, j'en sais rien, mais moi, je regarde simplement ce qu'ont fait les gens. Je pense que souvent, le passé des gens, c'est leur passif. Et quand vous regardez ce qu'il a fait, ça va. Il est un peu responsable, il est un peu coupable. Le Édouard Philippe, il l'est aussi. Le Gérald Darmanin, il l'est aussi. Le Gabriel Attal, il vient juste de rentrer, mais c'est guère plus flamboyant. Et il y a un tas de gens, là, qui sont responsables de l'état des lieux et qui nous disent, il faudrait, on devrait, etc. Bon, d'accord, très bien. Pas besoin d'être agrégé d'histoire et d'avoir fait l'ENA, comme c'est son cas, pour trouver une solution aussi stupide à un problème comme les OQTF. Le problème, il est extrêmement simple. On obtient de l'Algérie, voire du Maroc, de la Tunisie et du Maghreb, il n'y a pas que l'Algérie, bien sûr, qu'ils reprennent les délinquants qui sont sur notre territoire français. Mais M. Tebboune, il doit trouver extraordinaire la proposition de Laurent Wauquiez. Extraordinaire, formidable. Il garde les OQTF plutôt que de chercher à nous les ramener. Après, le problème, c'est pas de savoir si le soleil corse est préférable à la brume de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou de la température. Cette façon de dire il fait froid, ça va les dissuader, on se dit c'est pas au niveau d'un agrégé. Moins que l'agrégation étant devenue ce qu'elle est, ce soit très précisément ce qu'est capable de faire un agrégé, et pas plus ou pas au-delà. Dans la mesure où ça réjouit l'Algérie, ça devrait nous désespérer. Michel Onfray, on va écouter aussi Nicolas Pouveau-Monti, qui est le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Lui, il dit, et c'est ce que vous m'avez dit quand on a échangé cette semaine, le problème c'est la construction des centres de rétention en métropole. On l'écoute. Sur le fait de les placer en rétention de manière plus sécurisée, ça me semble être un objectif incontestable. Aujourd'hui, on a un enjeu tant de nombre de places dans les centres de rétention administrative, 140 000 OQTF par an, 2000 places dans les CRA, et on a un enjeu de sécurisation. C'est-à-dire que clairement, les centres de rétention, pour les plus anciens d'entre eux, ont été construits pour ne pas ressembler à des prisons. Or, le public qu'on accueille aujourd'hui dans les centres de rétention, il est à 90% composé d'étrangers en situation irrégulière qui représentent une menace pour l'ordre public ou qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale récente. Donc sur l'objectif de fond, on peut tout à fait s'entendre. Sur le fait de construire ce centre à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'entends le symbole qui consiste à éloigner autant que possible ces profils dangereux de la population générale. Il me semble néanmoins qu'on a déjà un potentiel pour construire des centres de rétention en métropole. Simplement, il faut que l'État se donne à la fois la volonté et les moyens budgétaires pour le faire. Alors voilà pour ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'on dit on veut plus de places de prison, mais personne n'en veut à côté de chez soi. On veut plus de places en centre de rétention, on ne veut pas les construire à côté de chez soi. C'est aussi un des obstacles, Michel. Non, l'obstacle, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire de politique véritablement avec l'Algérie qui nous rit au nez, en disant il faudrait que vous les repreniez, et puis on dit non, allez vous faire voir, je ne veux pas. J'ai un otage qui s'appelle Boualem Sansal, et si vous voulez le revoir un jour, il va quand même falloir faire un certain nombre de choses, notamment sur ce sujet, vous allez vous taire. Et Macron dit c'est moi qui décide. Bayrou dit, etc. Retailleau dit aussi autre chose. Et puis, il y a le chef de l'État qui arrive et qui dit ça, c'est mon domaine réservé. Et mon domaine réservé, d'abord, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, on devrait être un peu plus modeste sur ce qui relève de la décision personnelle du chef de l'État. Mais on devrait pouvoir dire, non, ce sont des gens qui ont des obligations de quitter le territoire. Alors, je veux bien 98%, même pour moi, 100% des gens, puisqu'ils ont été condamnés à quitter le territoire, sont des délinquants. C'est 100%, c'est même pas 98 ou 50 ou je ne sais quoi. Ce sont des gens dont une décision de justice a dit à un moment donné qu'il fallait qu'ils ne restent pas sur le territoire français. La question, c'était les Français qui sont paradoxaux, qui disent les Français veulent plus de places de prison, mais ils veulent pas de prison à côté de chez eux. Ça, c'est un autre sujet, vous avez raison. Ils veulent des centres de rétention, mais pas à côté de chez eux. Ça aussi, c'est un problème. Oui, alors après, moi je suis très communaliste. Moi j'aime beaucoup les conseils municipaux, j'aime beaucoup les communes, etc., etc. Il y a des communes qui sont, je sais pas, mais par exemple toutes les communes de la France Insoumise ou qui sont du Nouveau Front Populaire,
maires, etc., on devrait pouvoir leur mettre des centres d'accueil d'étrangers, par exemple. On dit, vous avez voté, c'est plutôt pour vous, ce genre de choses. Ou des gens qui sont des maires républicains, enfin de la République, et qui disent, on devrait les prisons. On dirait, très bien, vous êtes une commune qui défendait cette idée-là, donc vous allez avoir, etc. S'il y avait la puissance de l'État, l'État dirait, nous avons regardé, il y a un certain nombre de citoyens qui, dans des villes ou dans des villages, ont décidé qu'ils voulaient une politique d'accueil des migrants, il n'y a pas de problème, vous allez les accueillir, ils seront là. Et puis d'autres qui n'en veulent pas, et qui, etc., etc. Faisons attention aux communes. Il y a parfois des maires qui nous disent, même souvent semble-t-il, que quand on leur dit, voilà, vous allez avoir un CRA qui va s'installer, un centre de rétention administrative, ils l'apprennent comme ça quasiment par la presse. Et c'est même pas le préfet qui leur dit, est-ce que je pourrais vous voir, ou même un courrier, ou même un mail, ou même, je sais pas, un appel téléphonique en disant, bonjour monsieur le maire, je suis le préfet, je suis le représentant de l'État a décidé que, etc. Pas du tout. Le type, il ouvre le journal le matin, prend son petit café, et puis il découvre que dans son village, il va y avoir, etc. Donc un peu de démocratie communale, et on peut dire, les prisons, vous en voulez quand vous êtes sur les plateaux de télé ou quand vous êtes en train de parler à vos électeurs, eh bien vous les aurez. Ou de dire les centres d'accueil, les migrants, et puis après peut-être que les gens ne voteraient plus pareillement aux élections suivantes. Ça s'appelle des façons référendaires de pratiquer la politique. Et on a une pensée pour Boualem Sansal, évidemment, qui est toujours dans les jeux. C'est un enjeu, et là c'est un otage et un enjeu. Une partie de la politique d'Emmanuel Macron est en relation avec le fait que Boualem soit un otage. C'est exactement la même chose avec les otages en Israël. Quand on est obligé de mener une politique en regard des otages, on mène la politique des preneurs d'otages. Là, Emmanuel Macron, quand il prend des positions sur la Palestine, il décide en faveur des preneurs d'otages et pas des otages. Et là, c'est la même chose pour notre cher Boualem, qui est toujours en prison et qui doit faire l'objet de tractations, parce que les autres disent, on peut bien vous le libérer, mais si on vous le libère, il faudra ceci, cela, etc. Et donc, peut-être que Saint-Pierre-et-Miquelon, ça réjouirait tout à fait M. Tebboune, qui dirait très bien. Comme ça, vous les gardez. Je rappelle à M. Wauquiez qu'il donne l'impression qu'il y a plusieurs France et qu'une France lointaine à 4000 km, c'est pas exactement la même chose que Paris et le 6e arrondissement. Oh, c'est la France. On fait une petite pause, Michel Onfray. On se retrouve dans un instant. On parlera de cet incident à l'Assemblée nationale qui vous a surpris entre des députés de gauche et le Média Frontières. On parlera aussi de la campagne présidentielle. Est-ce qu'elle a commencé ? Il y avait beaucoup de meetings le week-end dernier. A tout de suite sur Face à Michel Onfray. Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer cet incident à l'Assemblée nationale cette semaine, dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale, entre des députés de gauche, notamment LFI, et des journalistes du média identitaire Frontières. Un rassemblement de gauche visait à les exclure du site de l'Assemblée nationale pour protester contre un numéro du magazine Frontières intitulé LFI, le parti de l'étranger. On va écouter un petit instant de cette altercation et après on en débat. Voilà, Frontières, casse-toi, l'Assemblée n'est pas à toi, c'est ce que disaient ces députés. On va juste écouter deux réactions, celle du député Arthur Delaporte du Parti Socialiste et Anna de Mansouri de l'UDR. Et je vous passe la parole, Michel Onfray. J'ai souhaité témoigner mon soutien à Frontières qui exerce le métier de journaliste comme vous ici à l'Assemblée nationale et parce que je considère que la liberté d'expression doit être garantie à l'Assemblée nationale. Je demande des sanctions envers les députés qui ont bousculé les journalistes de Frontières et qui ont été obligés de quitter l'Assemblée nationale. Je demande également des sanctions aux collaborateurs qui ont organisé cette manifestation. Aujourd'hui, on a non pas un média mais un torchon qui confond d'une part des engagements politiques. Peut récuser ce que disent certains. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs expressions. Et pour autant, on n'a pas à confondre les genres entre d'un côté un engagement militant et de l'autre un travail salarié et politique. Voilà pour Arthur Delaporte du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de cet incident, Michel ? Bon, je pense que M. Delaporte, il parle d'une revue qu'il n'a pas lue. Elle était en kiosque hier matin, c'était quand mercredi matin, la mise mercredi matin. Et il parle quand ? Je ne sais pas, il a eu le temps de lire les 100 pages du dossier, qui est formidable. Parce que moi, quand je suis descendu du train, j'ai acheté la revue pour pouvoir en parler en connaissance de cause. Et c'est un dossier extraordinaire. C'est pas un torchon, comme dit ce monsieur. Moi, j'aurais pas la grossièreté de le qualifier. J'ai la possibilité d'avoir du vocabulaire à peu près à la hauteur de ce monsieur. Mais c'est une enquête. Une enquête vraiment très bien faite, vraiment très fouillée. Et c'est une enquête dans laquelle on apprend beaucoup de choses. Ça fait des années que je dis qu'il faut se méfier de Jean-Luc Mélenchon. Des années. En disant, pour seul argument, on ne savait pas, etc. Pour seul argument qu'on ne choisit pas Robespierre comme héros en n'étant pas un personnage dangereux. L'homme de la loi sur les suspects, l'homme du tribunal révolutionnaire, l'homme de la guillotine, l'homme de la terreur. C'est celui qu'on choisit comme avenir pour la France ou comme idéal.
Il y a quand même quelque chose d'assez problématique. Aujourd'hui, on voit quel est le projet robespierriste de Mélenchon. Et les robespierristes ne veulent pas qu'on le dise, ne veulent pas qu'on le montre. Je rappelle quand même que quand cette dame dit « casse-toi, l'Assemblée nationale n'est pas à toi », mais elle n'est pas à elle non plus. Elle est au peuple français. Elle est au peuple français. Notamment aux députés du Rassemblement national. Et elle est aussi, hélas, je dis hélas parce que je fais partie des abstentionnistes, mais elle est aussi propriété des abstentionnistes qui, eux, aimeraient bien qu'il y ait un peu moins de bazar. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Simplement, c'est une stratégie d'agite-propre. Toutes les semaines, il y a quelque chose. Exactement. Toutes les semaines. Et toutes les semaines, les médias reprennent. Alors, ils râlent contre les médias d'information continue, mais les médias d'information continue leur permettent d'exister en permanence parce qu'on fait des journées, des débats, des tables rondes en permanence sur faut-il, ne faudrait-il pas, aurait-on dû, devrait-on, etc. Là, je vois quand même qu'il y a une députée socialiste avec son élégante veste Parme, là, le rose n'est plus d'actualité, qui devient une espèce de femme dont on imagine bien que pendant la révolution culturelle chinoise, elle aurait pu faire quelques-unes des images qui sont restées célèbres de tabassage, d'humiliation des gens. On humilie cette jeune fille qui est journaliste. C'est une terreur physique et psychique d'être dans la situation qui est la sienne. Vous avez je ne sais combien de gens, là, militants de la CGT avec des mégaphones, plus d'autres qui sont ici et qui la contraignent physiquement. Ça ne gêne personne. Alors l'Assemblée nationale n'appartient pas à la représentation nationale et n'appartient pas non plus au peuple français, mais elle appartient, si on a bien compris, aux plus enragés des robespierristes qui suivent Mélenchon, dont on dit qu'il est dans une revue, dont on ne veut pas faire savoir qu'elle existe et dont on demande même le fait qu'elle ne soit pas présente dans un kiosque à l'Assemblée nationale, le kiosque de tous les journaux, théoriquement. L'Obs aurait dû faire cette enquête-là depuis très longtemps. Eux qui veulent montrer qu'ils ne sont pas des sympathisants de la cause palestiniste. C'était l'occasion de faire ce genre de dossier. Alors, d'abord, ça n'est pas un torchon. Alors, vous avez parlé de médias identitaires. Moi, je sais très bien que c'est devenu une insulte pour beaucoup de gens identitaires. Je ne dirais pas média identitaire, je dirais un média qui fait son travail. Qui enquête, et qui enquête sur un type de gauche en disant voilà qui il est, voilà ce que sont ses réseaux. Il y a la possibilité de flasher des QR codes qui permettent d'aller sur le site pour avoir un tas d'informations. C'est beaucoup de travail ce qui a été fait. C'est pas un torchon, comme dit ce monsieur qui est député, hélas, du Calvados. C'est un journal qui fait véritablement son travail. Je suis pas sûr que dans la presse de gauche on fasse son travail aussi sérieusement que ça. Moi, ce qui me gêne, c'est juste que ces gens disent l'Assemblée nationale, c'est nous. C'est à nous, c'est-à-dire une poignée de gens, c'est-à-dire des gens qui sont la République, c'est moi, sous-représentés. Pardon. La République, c'est moi, on se rappelle de cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est ça, bien sûr. On continue à parler un peu de présidentielle, en tout cas de politique avec vous, Michel Onfray, sur CNews et sur Europe 1. Le week-end dernier, il y avait 3 meetings quasiment concomitamment dans la capitale. Celui de Marine Le Pen avec le Rassemblement national, Renaissance avec Gabriel Attal, et puis il y avait un rassemblement de gauche pour dire non au RN avec des Verts et des Insoumis en ordre dispersé. On va écouter peut-être Gabriel Attal, qui lui a répondu à Marine Le Pen en lui disant « si tu voles, tu payes », évidemment une allusion à sa condamnation. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Voilà pour Gabriel Attal, qui donc répondait à Marine Le Pen. Sur le fond d'abord, tu voles, tu payes, c'est une allusion à sa condamnation, il a raison ? Oui. Moi, j'ai bien distingué chez Marine Le Pen le procès qui concernait le détournement d'argent, enfin le fléchage d'un argent européen qui est devenu un argent français, etc. etc. J'entends tout ça. 4 millions d'euros, je crois, c'est beaucoup d'argent. Donc, je suis d'accord pour qu'il y ait une condamnation. Mais le problème, c'est d'ajouter l'interdiction de se présenter aux élections. C'est comme avec Nicolas Sarkozy, à qui on interdit, je crois, d'exercer des droits parentaux. C'est immonde, c'est anormal. C'est des réquisitions. Oui, c'est des réquisitions, enfin même des réquisitions. Faire une réquisition en disant qu'il ne pourrait plus avoir le droit de s'occuper de ses enfants, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? C'est quand même insupportable. Donc il y a ces choses-là qu'il faut entendre, donc bien distinguer la partie effectivement argent détourné. Argent détourné, d'ailleurs, il faudra qu'on s'en explique quand Macron ne sera plus au pouvoir sur les Macroniens, parce que depuis 2 quinquennats, la justice est très silencieuse sur un certain nombre de dossiers. Il y en a quelques-uns en cours, effectivement. Il y en a quelques-uns en cours.
en cours, mais plutôt du pas de la tortue que du jet du lièvre. Donc on verra bien. Moi aussi, je suis d'accord sur le fait que quand tu voles, tu payes. Il faudra qu'on sache qui vole, puis plutôt qui ne vole pas. Parce qu'à part le général de Gaulle, il y en a quand même pas mal qui ont fait du vol une espèce de sport national. Michel, il y a aussi les lieux, parce que là, l'endroit... Alors, Marine Le Pen, c'était place Vauban, voilà. C'est intéressant, c'est juste derrière les Invalides. Vauban, c'est les fortifications. Voilà, la forteresse, la fortification. Voilà, la on est citadelle assiégé. Donc on a choisi Exactement. Vauban. D'abord, j'adore moi l'architecture de Vauban, mais Vauban, c'est vraiment, on est menacé de partout. Et là, on est dans une forteresse. Donc là, elle revendique la forteresse. D'accord. Après, Mélenchon, la fameuse gauche dite insoumise, on voit bien qui pourtant elle est soumise, lire Frontières, elle choisit la République. Comme toujours. On sait bien, la République c'est moi. Il y a quand même la jurisprudence de Jean-Luc Mélenchon en disant la République c'est moi. Après le reste, et puis voilà. Mais surtout, ce qui m'a fasciné, c'est quand même que Gabriel Attal, lui, choisit le centre du cinéma. Vous y voyez un j'y jeu vois tout ce qu'il faut voir, quoi. Voilà. On choisit ces lieux de manière très symbolique. Marine Le Pen, elle dit « Je suis assiégé, défendons-nous ». Jean-Luc Mélenchon, il dit « Je suis la République ». Et puis lui, il dit « Je continue à faire mon cinéma ». Son discours est d'ailleurs formidable. Moi, je l'ai entendu en entier. J'ai une conscience professionnelle, j'ai essayé d'écouter un maximum de choses. Il est bien fait, il est bien construit. Il tape là où il faut taper. Et on voit bien qu'il se sert de tout ce qui peut être utile pour pouvoir faire la carrière qui est la sienne. C'est-à-dire, lui, il a mal digéré le fait d'avoir été évincé. Il a été très tôt et très vite Premier ministre. Il a pensé que ça durerait éternellement. Il a découvert qu'il y avait une cruauté chez Emmanuel Macron qui se séparait des gens dès qu'il n'en avait plus besoin. Et là, le gentil garçon qui disserte sur des balles de paille avec les paysans, disant « Je suis en train de vous écouter, oui, bien sûr, la jurisprudence de la Baïa, dans le sens « Je suis avec vous, la France profonde, etc. » Tout ça, c'est un trajet c'est le début d'un trajet pour aller au présidentiel. Là, c'est son premier discours de présidentiel. Il dit voilà. Mais ça vous rappelle pas Emmanuel Macron ? Mais si, mais c'est très exactement ça. Mais oui. Alors, je ne suis pas très freudien, je ne vais pas dire qu'il tue le père, mais il y a chez lui une façon de faire l'Emmanuel Macron, en disant ça a marché une fois, et puis Emmanuel Macron, il s'en va, il est bien obligé. Je sais pas, sauf s'il trouve, avec l'aide de Ferrand et de quelques amis au Conseil constitutionnel... Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de faire de troisième mandat, mon cher Écoutez, Michel. Vous savez, le propre des juristes, c'est de faire dire au texte tout ce qu'ils disent et pas forcément toujours ce qu'ils pensent. On verra. Il y a toujours des possibilités de dire oui, mais l'alinéa tant annule ceci qui justifie que, etc. On a un article 16 de la Constitution qui rend possible... Quand même. J'en sais rien, je dis on verra. Peut-être 2032, on peut faire une pause. Rappelez-vous, entre 27 monsieur et 32. Ferrand disant qu'un troisième mandat n'était pas impossible. Enfin, ceci dit, on est parti sur autre chose. Comme il est censé s'arrêter là, il y a plein de gens qui se disent « mais moi, j'ai ma place là ». Alors le plus drôle, pas si c'est très drôle, c'était pas vraiment un film comique, c'est qu'il y a des gens qui ont avalé des couleuvres pendant ce temps-là, qui étaient... Alors Bayrou, il n'était pas présent, mais lui, il voudrait prendre le leadership de cette partie-là de la France. Il y a le maire du Havre, qui lui, Édouard Philippe, qui lui y songe également. Il y a Gérald Darmanin qui lui a envie d'y aller également. Ils se disent, mais bon, il a pris ce créneau d'un macronien qui aurait dit finalement, bon, on remet les compteurs à zéro. Et il avait des bonnes idées, il les a pas réalisées, mais moi je vous assure que je vais les réaliser. Et puis on est jeune, on est beau, on est intelligent, on est brillant, on est des technos. Donc bon, voilà, il y a les technos et les pecnos, si vous voulez. Pas mal, c'est ça me vient à l'esprit parce que voilà, l'homophonie le permet. Mais laissez les pecnos. D'ailleurs, il y avait peut-être on aurait pu parler d'une 4e manifestation en même temps, qui était celle d'Alexandre Jardin. Et voilà, sur les zones à faible émission. Les pecnos, quoi. Les pecnos. Moi, j'aime pas ce mot-là. Les paysans l'avaient utilisé, mais j'ai beaucoup de respect pour les paysans, donc j'utilise pas ce mot-là. Mais c'est un peu ça aussi, techno-pecno. Enfin, une façon de dire, nous, on sait, laissez-nous faire. Nous. Et puis, il y avait quelque chose de très important aussi à voir. Pas seulement dans la symbolique des lieux, mais c'était qu'on agitait des drapeaux bleu, blanc, rouge chez Marine Le Pen. On agitait des drapeaux palestiniens chez Mélenchon et on agitait des drapeaux européistes chez Gabriel Attal. Aussi. Un petit peu, oui, parce que pour eux, mais d'ailleurs c'est dans la même main. C'est dans la même main. Et regardez, quand la chose est faite, c'est la France et l'Europe, parce que le destin de la France, c'est de se perdre et de s'abîmer dans l'Europe. C'est pourquoi je dis que je n'ai vu que ce drapeau-là. Michel Onfray, on est évidemment dans votre émission sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant ce sujet très grave, le texte sur la fin de vie qui a fait son retour à l'Assemblée nationale, scindé en 2 propositions de loi, l'une portant sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. On va écouter Michel Houellebecq. Vous avez entendu son intervention chez nos confrères du Figaro. Il a livré sa réflexion personnelle, intime, avec beaucoup d'émotion. Écoutez-le. Les gens qui ont pensé au cours des millénaires qui ont précédé ont en général été contre. Bon, mais
Un autre exemple, par exemple le serment d'Hippocrate, qui est assez clair quand même. Oui. Hippocrate, c'est à peu près l'époque de Platon, quoi. C'est largement avant le christianisme. Donc, mais là, je suis désolé, parce que ça fait toujours argument d'autorité. Mais tous les gens qui ont un peu pensé au cours des millénaires précédents ont été contre, quoi. Donc, il y a une espèce d'arrogance progressiste. Désolé d'employer ce mot un peu vulgaire, mais qui est inouï quand même. Ouais. On balaye toute la sagesse. Toute la sagesse et toutes les pensées même antérieures. Spinoza était contre le suicide aussi. Mais les gens se sont surtout posé les philosophes se sont surtout posé la question du suicide. Parce qu'ils n'imaginaient même pas qu'une société pourrait envisager de faire ça, quoi. Voilà pour Michel Houellebecq. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel Onfray? Il y aurait beaucoup à dire, hein, c'est une soupe. Ne serait-ce que Camus qui écrit le mythe de Sisyphe et qui fait savoir dès la première phrase que le seul sujet philosophique, c'est la question du suicide et de la résolution du suicide. Donc il passe comme ça un petit coup de Spinoza, un petit coup d'Hippocrate, mais Hippocrate, je rappelle qu'à l'époque d'Hippocrate, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas de pénicilline, il n'y avait pas de... etc. C'est pas exactement la même chose de dire... Hippocrate qui dit « je ne nuirai jamais à mon malade ». Voilà. C'est l'art de ne pas nuire, mais qui nous dit que donner la mort à quelqu'un qui souffre horriblement, c'est lui nuire. Si on voulait vraiment élever un petit peu le débat, il y a une façon de dire, on ne peut pas comme ça dire Hippocrate a dit, et tous les gens intelligents qui ont pensé pensent comme moi, je pense comme tout le monde, parce qu'ils ont tous dit ça, c'est faux. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il fait un peu de la philosophie en dilettante, et il y a des philosophes qui ont défendu le suicide, il y a des philosophes qui ont défendu la peine de mort aussi, en même temps. Et on ne peut pas dire tous, on dit que, etc. Et puis on ne peut pas confondre le suicide et l'euthanasie. C'est pas exactement la même chose. C'est une grosse erreur que d'imaginer que le suicide et l'euthanasie relèvent exactement de la même chose. Le suicide, c'est un choix que l'on fait de sortir d'une vie dont on estime qu'elle est devenue insupportable. C'est ce que disent les philosophes de l'Antiquité. Quand la pièce est enfumée, quitte-la. Voilà. Après, le christianisme, il a raison d'y renvoyer, mais le christianisme culpabilise le suicide en disant tu ne peux pas prendre cette vie qui appartient à Dieu, qui lui décide de te la prendre, de te la laisser ou de te la laisser dans la souffrance et dans la douleur. Parce qu'il y a tout un fond chrétien dans cette aventure. Et puis il y a ceux qui estiment que non, on peut s'approprier sa mort en la décidant. Donc il ne faut pas dire... Hippocrate disait à l'époque de Platon cette chose, qu'il ne s'agit pas de nuire, et donc aujourd'hui on nuit avec l'euthanasie. Non, c'est pas vrai. Je sais qu'il l'a écrit, on peut le dire, mais qu'il a eu personnellement des problèmes avec la mort de ses parents, et qu'il règle des problèmes de cette nature, et que souvent on en est là. Et moi je l'ai aussi fait savoir, qu'il y a eu dans ma vie un moment important qui m'a fait non pas rester dans la théorie de l'euthanasie, mais être dans la pratique de l'euthanasie. Donc j'ai l'avantage, hélas, des deux points de vue. Mais le débat mérite mieux que cette espèce de soupe un peu généralisée à charge. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on fait des émissions où tout le monde est contre l'euthanasie et où on dit on a le grand écrivain national qui va nous citer Spinoza, qui va nous citer Hippocrate et qui, avec un argument d'autorité, nous fera savoir, il le dit aussi, il renvoie à Kant, etc., que Kant dit ceci ou dit cela. On ne peut pas dire, il y a quelqu'un qui était un médecin au VIe siècle et avant notre ère, qui dit des choses tellement vraies qu'aujourd'hui, il nous dirait que rien ne nous interdit d'imaginer que Hippocrate puisse dire que le soin du malade, c'est de permettre la disparition de la souffrance. À l'époque d'Hippocrate, la souffrance, elle vous emporte. Il n'y a pas d'antalgique, il n'y a pas d'anesthésion ou ce genre de choses. Et puis cette idée qui m'insupporte de dire « Ah oui, mais les gens qui veulent mourir, dès qu'on leur a proposé les soins palliatifs, ils nous disent tous... » Ce que constatent les médecins. C'est faux. Les médecins qui défendent... Les médecins le constatent. Non, les médecins qui défendent les soins palliatifs. Mais je ne suis pas d'accord là-dessus. Non, mais l'honnêteté consiste à dire... Non, l'honnêteté, dire des médecins, pas les médecins. Moi, je défends les deux. Une grande majorité. Moi, je défends les deux. Je suis un des rares à dire je suis pour les soins palliatifs et pour l'euthanasie. Et ne pas en faire une espèce de débat idéologique qui consisterait à dire c'est nous qui avons raison, les autres ont tort. Et on doit pouvoir choisir, on doit pouvoir se contredire, on doit pouvoir passer sa vie à défendre l'euthanasie, et quand on est soi-même dans une situation d'avoir à mourir très vite, de dire je n'en veux pas. Je défends juste cette idée-là. Et pas du tout cette espèce d'hémiplégie qui consiste à dire tous les gens qui pensent sont contre l'euthanasie, tous ceux qui sont contre sont des gens qui ne pensent pas. Je me souviens d'ailleurs de comment s'appelait-il, Kouchner, qui nous disait que dans l'euthanasie, il y avait nazi. Est-ce qu'on pourrait un peu penser dans cette configuration? Chose sérieuse. Mais c'est sérieux, ça. Oui, mais... Non, mais l'interdiction de penser, l'interdiction de penser, cette façon de convoquer les nazis, cette façon de dire tous ceux qui pensent comme moi, tous ceux qui ont réfléchi un tant soit peu et sont intelligents pensent exactement la même chose que moi. Moi, je ne dis jamais ça. Je dis, vous avez des avis, est-ce que nous pourrions faire un débat ?
Moi, je n'attendrai que ça, un débat avec Michel Houellebecq, où on ne soit pas juste en train de dire « écoutons la parole de quelqu'un qui va nous faire savoir qu'une civilisation s'effondre quand l'euthanasie advient ». Je pense qu'il y a plein de signaux qui permettent de dire qu'une civilisation s'effondre. Pas sûr que ce soit l'euthanasie. Vaste sujet, on le suivra évidemment pour le parcours de ce texte à l'Assemblée nationale. Un mot de la lecture, Michel. Les Français lisent de moins en moins, je le disais, les écrans gagnent du terrain. 45% des Français seulement déclarent lire quotidiennement. C'est un recul de 4 points en un an. On a posé la question à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Est-ce que vous lisez ? Écoutez les réponses. Franchement, c'est assez sympathique. Quel est le dernier livre que vous ayez lu ? 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'était combien de temps ? Je l'ai toujours ici, je ne l'ai pas encore fini. Je ne suis pas un très très grand lecteur, je pense, et j'aime bien apprendre des choses, c'est vrai, et j'ai parfois je m'ennuie un petit peu dans de la lecture. Quel est le dernier livre, excusez-moi, que vous ayez pu lire ? Alors je pense que c'est Icebreaker, c'est un livre de romance et je l'ai lu il y a quand même un bout de temps. Ça fait un peu de temps. Moi, je lis pas beaucoup. Je vous cache pas que je suis beaucoup télé, voilà. Je suis beaucoup télé, mais c'est vrai que j'ai une petite fille et je dis de temps en temps, faut lire un livre, faut jouer, faut pas rester devant l'écran, demander les dessins animés. Parce que c'est vrai qu'après ça se perd, la langue se perd, la lecture aussi, voilà quoi, c'est pas évident. Voilà, la lecture diminue. Il faut dire aussi que les Français lisent beaucoup sur les tablettes numériques, ça c'est une bonne chose. Il y a des audiobooks aussi. Mais j'imagine que vous, qui aimez tant les livres et les lettres, vous dites, voilà, il faut lire, parce qu'il faut apprendre à lire, écrire, voilà. Ça fait partie de notre civilisation. Oui. Puis après, il y a cette façon qu'ont un certain nombre de gens aujourd'hui de nous dire que si vous lisez le mode d'emploi de votre aspirateur, vous avez lu. Quoi. Et donc, puis après, si vous avez lu sur votre téléphone portable le compte-rendu du match de foot d'hier soir, eh bien, vous avez lu tout de même aussi. Non, c'est pas ça la lecture. Je rappelle que les gens lisent de moins en moins, mais qu'il y a pire que ça, c'est qu'ils comprennent de moins en moins ce qu'ils lisent. C'est-à-dire que si vous voulez faire un peu de subtilité, moi je vois bien avec mes éditeurs, qui me disent, il y a 3 mots là dans la première page qui sont un peu compliqués. Je dis, c'est un livre de philo, pour info quoi. Moi, je suis pas né en connaissant ces mots-là. Je les ai appris. Si je les ai appris, c'est qu'un jour je les ai découverts. Eh bien, les gens peuvent découvrir aujourd'hui. Je suis allé voir dans le dictionnaire ce qu'il signifiait. Envie de découvrir, ça m'intéresse pas, ça me fatigue, ça m'ennuie ou ce genre de choses. Non, je pense que on obtient ce que notre éducation nationale fait depuis qu'elle n'est plus l'instruction publique. Mon père, il avait un manuel de lecture que j'ai gardé, qui est un manuel de lecture dans lequel il n'y a pas de littérature pour enfants. Qu'est-ce que c'est que ce délire de littérature pour enfants ? Dans le genre, ma maman est devenue mon papa est chauffeur de camion, il couche avec la danseuse du etc. Il y a tout le politiquement correct aujourd'hui dans la littérature pour enfants. L'enfant qui était mon père, comme tous les enfants qui étaient nés en 1921 et qui étaient dans l'école républicaine, on leur faisait lire Mérimée, Zola, Madame de Sévigné, on leur faisait lire Cervantes, on leur faisait lire Homère, des morceaux choisis, et on apprenait le courage et la bravoure chez Homère, l'amour du pays chez Peggy, on apprenait un certain nombre de choses, et on ne prenait pas les enfants pour des crétins. C'est-à-dire on ne disait pas on va baisser la littérature jusqu'à vous, on disait on va vous hisser jusqu'à la littérature qui peut vous construire le cerveau. Et vous élever. Et on construisait un cerveau, un raisonnement, une pensée, une réflexion. Vous aviez la spiritualité qui était construite par le curé, vous aviez le cerveau et l'intelligence qui étaient construits par l'instituteur, et puis vous aviez, la tradition paysanne que j'aime, mon village natal, une espèce de vieille tradition virgilienne où vous aviez 3000 ans de bon sens populaire. Et vous fabriquiez des individus parfois capables de donner des avis bien plus intelligents que des intelligents de profession. Et donc ça, aujourd'hui, c'est fini. Donc une civilisation qui perd l'écrit pour aller vers l'oral, c'est une civilisation qui se termine ? Ah oui, c'est terminé. Je pense qu'il y a eu un progrès entre le moment où on est passé de l'oralité à l'écriture. Alors oui, il y a des gens qui, à un moment de l'oralité, étaient capables de mémoriser la totalité de Virgile, de l'Énéide. Qui est capable de ça aujourd'hui ? Parfois des musulmans qui connaissent le Coran par cœur. Mais sinon, qui est capable de ça aujourd'hui ? C'est fini. Et moins vous faites travailler votre mémoire, moins vous avez de mémoire. Moins vous faites travailler votre intelligence, moins vous avez d'intelligence. Il y a des gens qui ont intérêt. L'école, par exemple, a fabriqué des crétins. Le Talmud est appris par cœur aussi. Le Talmud, la Torah, bien sûr, les religieux. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que les Juifs ont un rapport, le mot est compliqué, mais à l'herméneutique, c'est-à-dire à l'explication du sens. Il y a du texte qui est le contexte, etc. La Torah est commentée par le Talmud, qui est lui-même commenté par, etc., etc. Le Coran dit la vérité, puisque c'est la parole elle-même de Dieu. Et certains connaissent très bien la Bible aussi, en ces temps, Pascal. Et vous l'avez lu ?
Ah bah oui. Cher Michel. Ça fait Les partie évangiles. Oui, pas seulement les évangiles, la Bible. Et la Bible. C'est-à-dire quand vous avez lu la Bible, vous avez lu l'Ancien et le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament, les 5 premiers livres s'appellent le Pentateuque pour les catholiques, pour les chrétiens, et le Pentateuque, c'est la Torah des Juifs. Merci beaucoup Michel Onfray, c'est passé tellement vite. prie. En votre compagnie, C'est moi. bonne journée à vous sur CNews et sur Europe 1.